Mesdames et messieurs, chers consoeurs, chers confrères, chers amis, c'est une grande joie pour moi de vous retrouver ce soir pour célébrer le 20e anniversaire du Grand Prix éditorial du Syndicat de la presse et de l'édition des professions de santé. Il y a 20 ans, le docteur François Mignon, que je salue amicalement au passage, a eu l'intuition et l'audace de créer cette manifestation annuelle pour mettre en lumière nos auteurs et leurs articles et valoriser la qualité des publications destinées aux professionnels de santé. Force est de constater que son intuition était fondée. Au cours des 20 dernières années, le succès du Grand Prix éditorial ne s'est jamais démenti pour devenir le rendez-vous annuel traditionnel de notre profession et de tous ceux qui permettent à celle-ci d'exister et de rayonner, qu'ils soient auteurs, rédacteurs, éditeurs ou bien lecteurs. L'an dernier, ici même, j'avais évoqué le rôle fondamental que remplissaient nos publications en matière d'information et de formation. J'avais également souligné qu'en dépit des multiples obstacles que nous avons dû surmonter au cours des 10 dernières années, l'utilité des contenus que nous publions est régulièrement plébiscitée par les communautés médicales et de santé auxquelles nous nous adressons. Cette année, je pourrais reprendre les mêmes arguments et établir les mêmes constats. En 2019, le nombre des éditeurs adhérents à notre syndicat a progressé et nous comptons désormais 456 publications disponibles sur support papier et ou électronique. Ces évolutions positives traduisent à la fois la vitalité de notre presse ainsi que l'attractivité de notre syndicat, ce dont, bien évidemment, je me réjouis. Ces résultats encourageants sont le fruit des efforts que nous accomplissons inlassablement pour garantir la qualité des contenus que nous mettons à la disposition de nos lecteurs. Et je reste convaincu que cette quête d'excellence éditoriale sera déterminante au cours des prochaines années pour le rayonnement de nos publications. Car l'invasion des technologies et le développement fulgurant des réseaux sociaux présentent des avantages mais aussi des risques. La diffusion d'informations non validées, les infox ou fake news, susceptibles de porter atteinte à la réputation de nos soignants en est un majeur. Dans une société où la parole des experts, dans l'univers de la santé comme dans d'autres secteurs, peut être remise en question en permanence, toutes les dérives sont malheureusement envisageables. Dans ce contexte, la presse médicale, dans son ensemble, doit continuer à faire preuve d'exemplarité pour préserver l'intégrité, l'éthique et la fiabilité des contenus qu'elle publie. C'est à ce prix, j'en suis convaincu, qu'elle s'imposera durablement comme l'un des vecteurs d'information et de formation santé de référence et, in fine, incontournable. Pour soutenir cette vision, notre conseil d'administration a défini 3 missions prioritaires qui doivent constituer l'ADN de notre syndicat. Informer et former les professionnels de la santé, vocation principale de nos publications est la première d'entre elles. Favoriser le partage des connaissances est la deuxième. Promouvoir l'expression scientifique de langue française et son rayonnement dans les bassins linguistiques francophones, la troisième. J'ajouterai que des actions ont également été engagées pour développer la visibilité de notre syndicat à travers des partenariats avec d'autres acteurs de la santé ou de l'écrit, et des réunions mises en place pour favoriser les rencontres et les échanges avec des acteurs institutionnels du monde de la santé. Mais revenons au 20e Grand Prix éditorial. Le millésime 2019 a été particulièrement prolifique puisque les membres du jury, sous la conduite du président Grimaldi, ont eu la lourde tâche de lire 131 articles soumis pour désigner 14 lauréats. Je ne dévoilerai aucune information anticipée concernant ces lauréats. Je me permettrai simplement d'exprimer ma satisfaction de constater que pour le 20e anniversaire de notre prix, le nombre de soumissions a atteint un nombre record et que le choix des auteurs récompensés respecte parfaitement l'esprit paritaire qui me tient à cœur. J'évoquais il y a quelques instants les partenariats que nous avions commencé à mettre en place cette année.
le Centre français d'exploitation du droit de copie, communément appelé le CFC, a accepté d'être notre partenaire et de soutenir notre Grand Prix éditorial. Je vais donc demander à Philippe Masseron, directeur général du CFC, de me rejoindre pour d'abord le remercier et lui proposer qu'il nous explique en quelques mots les missions du CFC et dans quel cadre il soutient notre Grand Prix. Merci Philippe. Merci Daniel. Bonsoir à toutes et à toutes. Je vais être très bref. Je voudrais simplement vous rappeler que le CFC est l'organisme de gestion collective de la presse et du livre, qu'il a commencé à autoriser les reproductions par photocopie, que désormais nous sommes dans l'univers du numérique. Et pour ce qui vous concerne tout particulièrement, je peux vous dire, par exemple, nous allons mettre en place dans ce début d'année 2020 une licence qui est dédiée à l'industrie pharmaceutique et aux entreprises de la biotech, qui mixe désormais à la fois les usages papier et les usages numériques des publications. Donc j'espère que, si ce n'est l'année prochaine, en tout cas en 2021, j'aurai le plaisir de pouvoir vous annoncer des redevances de reproduction en grande progression. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir parce que celles et ceux qui connaissent un petit peu l'histoire du CFC savent que nous avons la presse médicale dans le sang au CFC. Nous avons été fondés en particulier par les éditeurs de la presse médicale et des professions de santé, puisque les premiers contrats signés par le CFC concernaient les photocopies qui étaient faites dans les centres de recherche, dans les centres de documentation des instituts de recherche, que ce soit le CNRS ou d'autres. Donc, au début du CFC, votre famille de presse a été particulièrement présente. Et donc, c'est une espèce de juste retour des choses qu'on puisse désormais participer à ces grands prix. Alors, je ne m'étends pas plus. Je vous déclare la cérémonie de remise du Grand Prix, du prix éditorial de la presse et de l'édition médicale et des professions de santé. Et je déclare cette cérémonie ouverte. Merci cher Philippe pour ces précisions et pour le soutien du CFC à notre Grand Prix éditorial. Mais voilà, donc il l'a déclaré de manière un petit peu anticipée, puisque j'allais le faire juste après lui, mais c'est pas très grave. Donc je déclare ouverte cette cérémonie du Grand Prix éditorial et je cède la parole à notre maître de cérémonie, le docteur Alain Ducardonnet, qui va animer cette soirée avec le talent qui le caractérise. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Daniel, ça marche là, vous m'entendez? Parce que vous savez, la technique, quand on prend... Alors ça s'appelle une Madonna. Donc ça, c'est merveilleux. C'est Madonna qui l'avait mise sur scène. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas de micro et normalement, ça marche tout seul. Mais il faut que ça soit branché. Ça marche? Ah, voilà, nous avons la connexion. Parfait. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis absolument ravi de vous retrouver pour cette remise des prix. C'est vrai que c'est un rendez-vous où je connais maintenant plein de visages. Et c'est un rendez-vous sympathique parce que d'abord, ça vient à la suite d'un travail considérable qui a été fait par le comité de sélection, qui passe généralement son été à lire tous ces articles de haut niveau, parce que je les ai moi-même lus, ceux qui ont été sélectionnés et qui ont les prix, et c'est vrai qu'il y a des choses tout à fait passionnantes. Et puis ça nous permet ensemble de voir passer un certain nombre de disciplines, de professionnels de santé, avec des angles qu'on n'a pas forcément l'habitude de lire ou d'entendre. Donc c'est un moment tout à fait privilégié, je trouve, dans l'année pour ce partage d'expériences, ce partage des connaissances. Voilà, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, donc je suis Alain Ducardonnet, je suis cardiologue, toujours pratiquant comme j'aime à le dire. Et puis j'ai une deuxième casquette, je suis le consultant santé de BFM TV et du Parisien Week-end. Voilà, et donc j'ai le plaisir de vous accompagner depuis déjà quelques années. Avec Daniel, on cherche le jour, ça va faire 10 ans, c'est énorme, ça me paraît hier le début. Alors donc je vous disais, un jury présidé bien sûr par le professeur André Grimaldi. Vous avez ici tous les membres de ce jury, donc qui travaille beaucoup, et que tout le monde remerciera à la fin de façon tout à fait sympathique pour ses 20 ans. Nous avons donc 14 catégories, mais comme ils sont extrêmement sévères, cette année, il n'y en a que 12 qui ont été primés. Dans 2 catégories, ils ont trouvé que les travaux n'étaient pas à la hauteur, et donc il n'y a pas eu de prix. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas automatique. Voilà, on va donc balayer ensemble les différentes catégories, avec à chaque fois
eh bien, les publications qui ont été présélectionnées. Et puis, bien sûr, on terminera par les heureux vainqueurs. Voilà, on démarre tout de suite sans... Voilà, vous avez toutes les catégories ici. Voilà. Et nous démarrons donc avec la toute première, qui est donc le prix du meilleur éditorial. Il y avait donc 6 revues qui avaient été présélectionnées. Je vous laisse découvrir Cordiam, Médecine Sciences, Médecine, Information dentaire, Genesis, la presse médicale, avec les articles et les auteurs qui avaient été retenus. Et puis ensuite, bien évidemment, le jury a tranché. Eh bien, il a tranché pour Médecine, édité par John Librero au texte, pour un article donc, qui se nomme « Les croyants n'aiment pas les données scientifiques ». Vous voyez, on reste tout à fait dans le même esprit que dont tout à l'heure Daniel évoquait ce problème. Et vous applaudissez Hervé Maisonneuve. Alors pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est quand même le spécialiste français de l'intégrité scientifique. C'est notre spécialiste, c'est le Mediapart de la tricherie, on va dire. Ah, je sais que ça va le faire réagir pour ça, c'est bien, et des bonnes pratiques. Donc cet éditorial est tout à fait passionnant parce que vous prenez 3 exemples qui parlent à tout le monde, parce que c'est à la fois du grand public, hein, le glyphosate, parce que ça c'est quand même un élément tout à fait connu, les problèmes de prothèse du sein en silicone, là aussi ça a fait l'objet d'un certain nombre de scandales, et aussi de rémunérations parfois importantes, bien évidemment. Et puis ce papier qui ne vous avait pas échappé, dans une revue pourtant prestigieuse, qui associait la possibilité ou du rôle de la rougeole dans l'autisme. Et partant de là, vous avez déclaré que croyance et connaissance, c'était les 2 mamelles du combat permanent par rapport aux gens qui lisent. Alors, racontez-nous un petit peu comment vous êtes arrivé à cette conclusion. Je vous donne le micro ? Oui. Vous avez un bel organe, hein ? Allez-y. Merci. Bon, mais je remercie d'abord la revue Médecine de m'avoir contacté, M. Lenoc, M. Kahn, pour faire cet édito à propos d'un article sur le glyphosate qui établissait qu'il n'y avait pas de preuves scientifiques pour faire la causalité entre le cancer et le glyphosate. Donc on m'a demandé ce que j'en pensais. Alors moi j'ai fait cet éditorial et puis j'ai commencé à aller voir quelques croyants du glyphosate pour avoir des idées, parce que vous savez quand on écrit un éditorial, c'est en général qu'on n'a pas d'idées et qu'on prend celle des autres, hein, et on ne travaille pas. Mais après on les assaisonne quand même à sa façon. On fait ce qu'on veut. Alors les croyants, alors je vois un croyant et puis je lui dis mais tu sais il y a des agences qui ont conclu qu'il n'y avait pas de lien. Oh ben les agences elles sont payées par l'agroalimentaire, on ne peut pas les croire. Oh. Ensuite, je lui dis, les experts, tu vois, ils déclarent leur conflit d'intérêts et tout, et puis on fait mieux. Ah, mais ils font ce qu'ils veulent, les conflits d'intérêts, ils font ce qu'ils veulent. Il y a des cohortes. Ah oui, mais elles sont américaines, ça n'a rien à voir. Il y a une étude en France qui s'appelle Agrican, qui montre que les agriculteurs ont moins de cancer que les non-agriculteurs. Ah mais oui, mais ils les ont tous pris, alors que moi j'en connais 2 qui ont du cancer et qui n'étaient pas là-dedans. Donc si vous voulez, c'est une discussion extrêmement compliquée quand vous avez affaire à un croyant qui de toute façon a ses connaissances et vous ne pouvez pas remonter la preuve scientifique en face de lui. Alors j'ai pris cette... Et c'est l'histoire qui se répète, puisque les prothèses mammaires, je vous rappelle qu'en 92, on les a retirées du marché au prétexte que ça donnait des maladies auto-immunes. Ça a commencé par des actrices américaines qui ont eu 4,5 millions de dollars de dédommagement. Ça a suivi par Dow Corning qui a finalement payé 7,5 milliards à des gens et qui a déposé le bilan. Et on les a remises sur le marché parce qu'on n'avait aucune preuve scientifique du lien entre ça et ça. Donc voilà un petit peu ce qui m'a amené à faire ça. Et ce n'était pas des croyants au sens religieux. Non, croyance laïque. Laïque, oui. On vous applaudit et on va faire la photo. On va vous remettre le... Ça y est, il est là. Ah, très bien, voilà, il faut faire la photo avec l'objet. Avec l'objet très important. Voilà. Et il y a une très belle phrase que j'adore qui termine cet éditorial, c'est « Les fake news prennent l'ascenseur et les vérités prennent l'escalier ». Ça, c'est très joli. Alors, je ne dirais pas aussi qu'il a dit des mots extrêmement désagréables sur les chaînes d'infos, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas l'objet du débat. Merci beaucoup. Je vais reprendre mon micro. Je vais bien, voilà, merci. On vous applaudit encore. Deuxième catégorie, celle de la formation pour les médecins généralistes, avec 3 revues présélectionnées, Médecine, la revue du praticien médecine générale, et encore Médecine. Voilà.
Et donc, après avoir lu tout cela, le meilleur article de formation pour les médecins généralistes a été décerné à la revue du praticien médecine générale, édité par Global Média Santé, avec un article sur mutilation sexuelle féminine. Et j'accueille à la tribune, sous vos applaudissements, Gwenaëlle Domenech Dorca. Ah non, voilà. C'est bien vous? C'est bien vous, tout va bien. Non, parce que parfois, on a des surprises. Donc, je ne voulais pas avoir de surprise. Je vous donne votre micro. Donc, vous travaillez au service des maladies infectieuses et tropicales de Bichat. Et donc, oui, tout va bien. Et donc, ce papier est quand même assez troublant. Il est assez troublant en termes de quantité, car les chiffres que vous annoncez, 200 millions de femmes en sont victimes dans le monde, donc c'est quand même un problème majeur. On en parle comme ça régulièrement en disant, bon, de toute façon, c'est un problème africain. Ça ne semble pas être qu'un problème africain. C'est une question. Non, c'est pas qu'un problème. Merci, c'est pas qu'un problème africain. Au contraire, on a quand même 100 000 femmes en France qui sont ou victimes et qui pourraient être victimes de ces pratiques de mutilation. C'est pas du tout un problème anecdotique, surtout qu'aujourd'hui, et c'est là où on a voulu vraiment construire tout cet article avec Claire Tantet et les autres membres de l'équipe qui travaillons sur ces mutilations de femmes ayant subi une excision, mais qui nous a permis à la suite aussi d'ouvrir à toutes les violences sexuelles faites aux femmes et dans les parcours migratoires aussi aux hommes, c'est ce qu'on aimerait monter maintenant, c'est que toutes ces populations sont justement vulnérables et polyvulnérables, et qu'aujourd'hui, et nous, ce qu'on a voulu vraiment faire quand on a construit cet article, c'était de montrer à tous les médecins généralistes qu'ils peuvent détecter et qu'ils sont donc avec une possibilité d'orientation vers différents parcours comme le nôtre pour pouvoir apporter une sexualité et une émancipation de la sexualité de toutes ces femmes. C'est une obligation légale de déclarer si on a une patiente qui a ces problèmes de... Non, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation de déclaration. Il y a un signalement s'il y a une mise en danger des mineurs, parce qu'il peut y avoir des mineurs qui accompagnent ces femmes-là, qui vont peut-être, ou la plupart du temps, dans leur pays d'origine pour faire ces pratiques-là, ou quelquefois, maintenant, beaucoup, beaucoup moins, mais il peut y encore avoir des excisions en France. Et où en est-on de la réparation chirurgicale que l'on peut proposer, alors, indépendamment des accompagnements psychologiques et autres, bien sûr? Alors, la pratique médicale de chirurgie de réparation, c'est ce qu'on appelle, en gros, une extériorisation du clitoris, c'est la méthode Foldes, qui va permettre de retirer les cicatrices qui sont souvent fibreuses pour sortir le clitoris, le remettre vers l'avant après avoir sectionné le ligament suspenteur du clitoris à la ceinture pelvienne, et justement pouvoir mettre en avant ce clitoris, l'extériorisation. Il y a très très peu de mise en place parce que les excisions de type 2 coupent également les petites lèvres. On ne fait pas ça. On ne remet pas les petites lèvres, puisqu'on ne veut pas rajouter des cicatrices là où il y a des mutilations. Mais on a un nombre de femmes qui retournent à la sexualité avec l'accompagnement complet, c'est-à-dire chirurgie et accompagnement sexologique et psychologique, puisque en fait on a quand même des patientes qui ne sont pas juste mutilées. Il y a aussi une éducation qui les a accompagnées en leur disant qu'elles ne peuvent pas avoir de sexualité, elles ne peuvent pas avoir de liberté sexuelle, et donc l'excision va leur permettre justement d'être des femmes bien et convenables, et que si elles ressentent du désir et du plaisir, c'est qu'elles ont été mal excisées, et à ce moment-là, elles risquent de nouvelle fois une excision. Donc c'est un véritable problème, et on est complètement dans une approche justement holistique et généraliste, comme on l'a entendu tout à l'heure avec le professeur Fleury, c'est que justement on veut un accompagnement général de toutes les personnes, et pas simplement la chirurgie et la médecine, c'est qu'une des réponses qu'on apporte parmi tant d'autres, même si c'est une réponse importante. Merci de nous avoir produit cet article, c'est tout à fait intéressant et informatif en tous les cas. On peut vous applaudir, on va faire la photo. Et ça prend toute sa dimension dans le contexte actuel, bien évidemment. Et nous enchaînons après les médecins spécialistes de médecine générale, avec les médecins spécialistes d'autres disciplines, on peut dire ça comme ça. Donc, le meilleur article de formation pour les spécialistes. Alors là, nous avons une pléthore de revues. Virologie, la revue du Prat, hépatogastro et oncologie digestive, neuropsychologie, la presse médicale et la revue du Prat à nouveau. Voilà, revue du praticien, pardon. Alors, qui a gagné? C'est un article paru dans Virologie,
caractérisation et impact du microbiote bactérien respiratoire sur les maladies virales. Et j'accueille à la tribune, sous vos applaudissements, Maxime Pichon. Maxime Pichon travaille au Centre hospitalier universitaire de Lyon, dans le laboratoire de virologie et à l'Institut des agents infectieux de Lyon. Tout ça étant commis également avec Bruno Olina, qu'on ne peut que saluer bien évidemment, que tout le monde connaît et qui fait beaucoup de choses dans ce domaine de la virologie. Il ne fait pas que de la grippe. Alors c'est intéressant parce que le microbiote, en fin de compte, c'est quelque chose qui devient un tout petit peu popularisé. Alors le digestif, parce que ça c'est évident, hein, c'est là où tout se passe. Puis progressivement, on découvre qu'il y a des microbiotes partout, dans toutes les structures, et même au niveau, en effet, de l'arbre bronchique. Alors, ça fait quoi un microbiote au niveau de l'arbre bronchique? Ça donne des infections, ça donne moins d'infections, c'est des déséquilibres. Racontez-nous un petit peu ce que fait le microbiote au niveau de l'arbre bronchique. Eh bien, donc, merci pour ce prix. Effectivement, cet article avait un peu pour vocation effectivement, de montrer que tout le monde a en tête cette fameuse flore digestive, mais probablement de plus en plus, et grâce aux nouvelles technologies, on parlait de sécurisation des données par exemple, de plus en plus on se rend compte que l'être humain en fait est beaucoup plus bactérien ou viral qu'il n'est humain au sens noble du terme. Et effectivement, dans le cadre, j'avais pris cet exemple, effectivement vous l'aviez signalé parce que j'étais au CNR des infections respiratoires virales, mais le poumon était considéré jusque-là, un poumon sain était un poumon stérile, bactériologiquement, et en fait on s'aperçoit que c'est totalement l'inverse. On est tous colonisés par des bactéries qu'on n'était pas capable de trouver, et probablement que c'est des déséquilibres, par exemple par une prise d'antibiotiques inadaptée ou par des expositions répétées à des toxiques, au premier rang le tabac, qui induisent des sévérités plus ou moins importantes chez les patients sans même qu'ils ne s'en rendent compte. Est-ce qu'on peut rééquilibrer la chose? Parce qu'on dit en fin de compte au niveau digestif, on a plein de tentatives avec en effet des probiotiques, avec même des greffes fécales. On essaye de reconstruire un petit peu. Est-ce qu'on est déjà à ce niveau-là au niveau pulmonaire? Alors, au niveau pulmonaire, sur des maladies aiguës comme de la grippe, on est probablement déjà encore sur de la science-fiction, néanmoins sur des maladies beaucoup plus chroniques, comme au premier plan la mucoviscidose ou les dilatations bronchiques liées à la BPCO. Certains auteurs ont montré, alors effectivement sur des petites cohortes, parce que les autorités de santé sont encore fébriles à soigner les gens avec des microbes, mais Joli comme expression, fébrile avec microbes. Voilà, bien, oui. c'est pas de moi, vous pouvez ne pas me citer du coup. Mais ça a été montré très bien sur la mucoviscidose, par exemple, qu'instiller des bactéries diminuait les récidives. Malheureusement, ça ne prolongeait pas la durée de vie, mais ça apportait du mieux-être. Voilà, Maxime Pichon, merci beaucoup. On vous applaudit. La photo, on découvre comme ça de nouveaux univers. Je reprends mon petit micro, merci beaucoup. C'est vrai que le microbiote, il y a beaucoup d'espoir. Cerveau, tube digestif, tous ces axes sont passionnants dans le domaine aujourd'hui de la recherche. Et nous passons, après les médecins généralistes, les spécialistes, aux chirurgiens dentistes, avec 3 présélectionnés, l'orthodontie française, l'information dentaire et stratégie prothétique. Voilà, là ça va, les photos cette année sont assez sympas. On a connu pire l'an dernier, mais bon, c'est la réalité. Donc, le meilleur article de formation, c'est l'orthodontie française qui l'emporte, avec un article sur l'abandon de traitement orthodontique. Quels sont les facteurs prédictifs précoces? Voilà, alors malheureusement, l'équipe de Lyon, qui est primée, Céline Martin et Sarah Guebeil-Chotti, ne sont pas là et n'ont pas pu être avec nous. Par contre, je dois appeler Martine Krief, qui est là, voilà, au nom de l'ensemble des auteurs. Voilà, venez, venez, chère madame. On va vous donner voilà, on m'a dit, il faut l'accueillir sur la tribune, il faut faire la photo, mais il ne faut surtout pas lui poser de questions. Donc, je ne vous poserai pas de questions. Soyons clairs et directs. Non, ce papier est intéressant parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a des parents qui investissent beaucoup en disant on va vous faire des soins fantastiques et tout. Et puis, au milieu du guet, tout le monde s'arrête. Donc là, l'étude est intéressante parce qu'ils ont essayé de comparer 2 cohortes. Une qui avait des soins orthodontiques, d'autres qui n'en avaient pas. Et ceux qui en avaient et qui allaient jusqu'au bout, et ceux qui s'arrêtaient en chemin. Et donc, ils ont défini tout un profil avec des caractéristiques qui font qu'avant d'engager ce traitement, eh bien, on sait plus précisément ceux qui vont aller au bout et donc ceux qui ne vont pas aller au bout. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment les 2 extrêmes. C'est tout à fait passionnant pour les chirurgiens dentistes, car c'est des éléments prédictifs. Voilà. Martine Krief, merci beaucoup pour vos réponses. On fait la photo.
Allons-y. Bravo, vous transmettrez à nos collègues lyonnais ce trophée. Et nous passons aux infirmiers, infirmières, aides-soignantes. 3 revues sélectionnées. Soins psychiatrie, soins gérontologie et soins tout court. Voilà. Eh bien, dans cette trilogie, c'est soins tout court qui a gagné, avec un article sur vieillissement des patients séropositifs et prise en charge infirmière. Et là, j'ai un grand bonheur parce que je vais appeler sur scène Valérie Achard, Martine Laprevotte, Élise Charbonnier, Nadia Edeb et Guéna, ou je ne sais pas si on dit Guéna ou bien, Afan. Voilà, vous les applaudissez. 1, 2, 3, 4. Vous devez être 5, vous n'êtes pas 5 ? Vous n'êtes pas 5. Bon, c'est pas grave. Je vous donne un petit micro. Voilà, bravo. Donc, vous travaillez, toute l'équipe travaille au pôle 3I à la Pitié-Salpêtrière, 3I comme immunité, bien sûr, infection et inflammation, vous l'aviez deviné. Donc ce papier est tout à fait intéressant parce que d'abord il remet en perspective ce qu'est l'évolution de cette maladie devenue chronique aujourd'hui, qui fait que bien évidemment les patients sous traitement vieillissent, avec les problèmes de la comorbidité du vieillissement, avec les problèmes inhérents à l'âge. Et là, vous nous montrez, ce que vous allez nous dire maintenant, en quoi l'infirmière va jouer un rôle tout à fait intéressant dans cette évolution. L'infirmière va jouer un rôle intéressant et comme on l'a dit précédemment dans la conférence, dans le prendre soin et la dimension holistique, dans l'éducation thérapeutique et dans l'anticipation du parcours de soins, comment le rendre plus agréable, comment le faciliter pour le patient et comment partager des savoirs. Aujourd'hui, on a déjà des expériences dans le VIH-Sida, c'était le passage des enfants dans les services d'adultes. Donc ça, on l'a beaucoup anticipé, on l'a déjà travaillé et on a déjà fait profiter nos patients de cette expérience. Et aujourd'hui, il nous semble qu'il faut le mettre au profit des patients ayant vieilli pour les passages dans des institutions qui ne sont pas forcément formées et qui ont des attentes pour l'accompagnement du patient dans le secret, dans le prendre soin, surtout que nos patients sont très souvent, par la cause qui nous réunit tous, sont très souvent et reviennent très fréquemment dans nos structures de soins. Donc il faut qu'on ait des passages. Et là, il nous semble que les soignants que nous sommes, nous avons un rôle primordial. Alors, est-ce que vous passez le relais de façon plus humaine que ce qu'on entendait tout à l'heure? Est-ce que vous faites uniquement des passages par informatique en disant « je te dis bonjour et je ne veux pas te toucher parce que tu peux être malade » ou est-ce que vous avez développé un certain nombre d'outils? Comment vous faites concrètement? Tout à fait. On développe des outils là où on est aidé. Alors, on fait toujours des bricolages quand on débute. Et puis après, on voit avec des firmes, des gens qui nous sponsorisent. Et là, on forme des professionnels, on fait des formations, on fait des conférences. Et tout ça au profit de nos patients avec des gens. Moi, je suis dans une société savante où on travaille ces thématiques-là. Et puis sur le terrain, on est plein d'idées, souvent comme nos médecins. Ces kits-là, vous les partagez, c'est-à-dire que d'autres personnes peuvent s'en servir. Tout à fait. Une espèce de tout à fait. Alors, communauté, on a les pionniers, on a le pionnier. Je regarde le professeur Grimaldi, on a la diabéto, mais depuis 20 ans, d'ailleurs, vous nous avez remis il y a 20 ans, monsieur, un prix aux victoires de la médecine, je m'en souviens encore, voilà, sur le projet éducation thérapeutique que nous avons demandé dans plusieurs services de notre hôpital à l'époque. Et donc, on continue, voilà, à faire profiter le patient, mais surtout, j'insiste, et tout à l'heure, je l'ai entendu, le partage, le savoir du partage. On n'est pas là. Le mot éducation, aujourd'hui, nous semble, pour en avoir discuté avec notre équipe infirmière, nous ne sommes pas très adaptés. On n'est pas là pour éduquer, on est là pour accompagner et partir du besoin de l'autre. C'est d'ailleurs ce qui est un peu proposé aujourd'hui, c'est qu'on parle encore d'éducation thérapeutique, mais on parle aussi volontiers d'accompagnement à la santé, qui semble un terme peut-être un tout petit peu plus concret et surtout plus large. Mesdames, en tous les cas, merci beaucoup, on vous applaudit. Après la victoire de la médecine... Je peux me permettre deux choses. Ah mais allez-y, vous avez 10 secondes. Le comité d'organisation, je vous remercie, et les gens qui nous ont sélectionnés, et de nous laisser la place à nous aussi soignants. Je voudrais remercier l'éditeur. Je voudrais dédier ce prix à tous nos patients et à tous les soignants, médecins et non-médecins qui en ont bien besoin en ce moment. Et puis faire un clin d'œil à mon chef de service avec qui j'ai partagé 20 ans, c'est-à-dire François Bricaire. Monsieur Bricaire, hommage vous est rendu, c'est normal. Il n'y avait pas de lien d'intérêt dans le fait que vous étiez dans le comité, vous êtes sorti. Bon, ça va. On vérifie, là, parce qu'autrement, on appelle Hervé Maisonneuve et il vérifie. Hein, non, là, c'est... Bravo, mesdames, merci beaucoup. Et nous passons maintenant au
à l'article de formation pour les professionnels de la rééducation, avec 3 revues présélectionnées. La revue francophone d'orthopsie, et pas d'orthopédie, d'orthopsie, kinésithérapie scientifique et kinésithérapie scientifique 2 fois. Eh bien, le gagnant, c'est kinésithérapie scientifique, avec un article sur quel test utiliser pour valider en sécurité un retrait de béquille après une arthroplastie du genou. Vous savez lire, mais ça me permet comme ça d'accueillir son auteur, Jean-Michel Vitiello, kinésithérapeute. Venez donc. Vous êtes kinésithérapeute et vous travaillez dans un service, dans un centre de réhabilitation du château de Colpart. On dit Colpart ou Colpart? Colpart, Colpart à l'allemande. Parce que monsieur est dans le Grand-Duché du Luxembourg. Voilà. Donc cet article est intéressant dans ce domaine-là, parce que c'est vrai que vous faites une arthroplastie, on vous met sur béquille, on vous lave tout de suite, c'est génial, on dit fantastique. Et puis il y a un moment, il faut bien les enlever, les béquilles. Donc on fait quoi? On enlève les béquilles, on voit si on se casse la gueule ou pas. C'est un peu ça. Et donc l'article, c'est l'utilisation d'un certain nombre de tests qui vont pouvoir prédire le bon moment. Racontez-nous. Donc voilà, l'idée de l'article, comme on vient de vous le dire, c'était j'enlève les béquilles à mon patient. Et quoi? Qu'est-ce qui se passe finalement? Parce que mon patient, avant de venir chez moi, avant d'être opéré par le chirurgien, il avait une vie. Donc, est-ce que le fait de le faire marcher, ça va induire le fait qu'il est capable de marcher, ou est-ce qu'il a d'autres problèmes à côté et on n'y avait pas pensé? Donc, on a regardé un petit peu ce qui existait comme test. On avait des tests de marche avec une certaine vitesse, etc. Et puis, on s'est dit, on va comparer avec autre chose. Donc, moi, je sortais d'un DU de posturoclinique. On utilisait des plateformes, on utilisait l'EquiTest qui permettait de vérifier le fonctionnement des centres de l'équilibre et d'autres choses. Et on a croisé les données avec également un test de Get Up and Go pour penser également à ceux qui n'étaient pas forcément en centre de rééducation, mais qui étaient au cabinet et qui ne disposaient pas de ce genre de matériel. Et on s'est rendu compte que les tests qu'on utilisait simplement de vitesse de marche ne définissaient pas forcément les patients qui avaient un risque de chute. Et puis on a fait l'inverse, on a testé sur l'EquiTest et on s'est dit, effectivement, dans un sens ça marche, mais dans l'autre sens ça ne marche pas non plus. Donc il ne faudrait pas qu'on utilise les 2 tests séparément, mais il va falloir qu'on les croise et qu'on reprenne toutes les données qu'on a eues pour vérifier effectivement qu'on peut le lâcher en sécurité. Et en fait, l'idée n'était pas uniquement de parler des prothèses de genoux, on l'a fait en se disant, voilà, on va un petit peu rappeler aussi tous les cas de figure qu'on peut avoir avec nos patients et leur risque de chute. Ne pas oublier effectivement qu'ils avaient quelque chose avant et que ça va rester même après la prothèse. Voilà, c'est un article tout à fait précis et pragmatique. Bravo, merci beaucoup. Merci à vous, merci aux organisateurs et merci à l'éditeur. Voilà, on vous rend au Grand-Duché de Luxembourg. J'aime bien ce petit accent sympathique, ça va bien, ça c'est bien. Et nous passons à nos amis de la pharmacie, avec donc les professionnels pharmaciens et autres membres de l'équipe officinale, bien évidemment, avec 3 revues présélectionnées, Annales pharmaceutiques françaises, Douleur et analgésie, et Actualité pharmaceutique. Et le gagnant, c'est Douleur et analgésie. Sur un papier tout à fait là aussi intéressant, l'importance des interactions médicamenteuses néfastes chez le patient, dans le domaine de l'analgésie, comparaison des programmes de détection informatisés. J'appelle à la tribune, alors pardon parce que je ne sais pas forcément bien prononcer, mais c'est vraiment pas de ma faute, Kuntavi Ing Lorenzini. Vous êtes reconnu? Ah ben alors venez, c'est bien. On l'applaudit très fort. On dit comment? On dit Kunteani? Comment? Kuntevi. Ben voilà, oui, j'ai appris quelque chose. Vous êtes originaire d'où? Tenez, vous prenez ça, voilà. Cambodge. Très bien. Vous êtes en France depuis le début? N'écoutez pas. Oui. En fait, je suis en Suisse. Vous êtes en Suisse. Oui, je sais que vous êtes en Suisse, mais là, vous êtes en France. Absolument, car cette jeune femme travaille dans le service de pharmacologie et toxicologie clinique dans le centre de consultation de douleurs et soins palliatifs aux hôpitaux universitaires de Genève. Alors, la question que vous êtes posée, qui est une question extrêmement importante, c'est on donne un certain nombre de médicaments. Est-ce que ces interactions ne vont pas être plus nocives qu'autre chose? Et donc, vous êtes parti sur, là aussi, un test, comme tout à l'heure, sur un test de différents programmes informatiques. Racontez-nous. Tout à fait. Alors, on est un centre d'information sur le médicament. Et en fait, quotidiennement, on a des questions sur les interactions médicamenteuses de la part des professionnels de santé. Donc, dans ce contexte, on utilise beaucoup d'outils de détection des interactions médicamenteuses pour nous aider. Et c'était intéressant pour nous de les évaluer afin de savoir lequel était le plus fiable finalement.
Et donc, c'est de là qu'est partie cette étude qu'on a fait avec 2 étudiants, un en médecine et en pharmacie, que je remercie d'ailleurs, qui n'ont pas pu être là, qui ont travaillé durement. Et puis, du coup, Alors, comment est-ce qu'on arrive méthodologiquement à comparer 2 logiciels d'interaction? Qu'est-ce qui fait que c'est meilleur? Quels sont les critères que vous prenez? Voilà, donc on a choisi un certain nombre de paires d'interactions qui étaient dites positives, donc pour lesquelles on savait qu'il y avait une interaction. On a pris des paires négatives et après on a fait comme pour un test diagnostic, on a calculé la sensibilité, la spécificité, mais aussi, on s'est aussi intéressé à l'ergonomie d'utilisation de ces programmes, le coût aussi, l'accessibilité à des praticiens qui seraient extérieurs, parce que c'est aussi important de pouvoir élargir leur usage à tout le monde. Et on a comparé comme ça ces critères quantitatifs et qualitatifs. Et donc, vous avez désigné un vainqueur. Voilà, tout à fait, comme ce soir. Donc, on a désigné Lexicomp comme vainqueur, qui est un programme américain. Et si vous connaissez, mais en tous les cas, a priori, c'est le meilleur. Voilà, tout à fait. Que nos agences du médicament utilisent, bien évidemment. Alors, il est disponible dans de nombreux hôpitaux. D'accord. Il est utilisé aussi, je pense, par de nombreux praticiens en ville. Après, c'est un logiciel qui est payant, donc ça peut être son aspect négatif. Merci beaucoup pour ces informations. Vous applaudissez. Merci à vous et merci à Douleur et Analgésie. Merci. Voilà. Peut-être travailler en Suisse, moi. Alors, donc, pour les vétérinaires, article de formation pour les vétérinaires, 3 revues présélectionnées. Le nouveau praticien vétérinaire dans la division canine-féline, le nouveau praticien vétérinaire dans la division équine et la revue vétérinaire clinique. Et le gagnant, c'est le nouveau praticien vétérinaire dans la revue équine. Voilà, avec la prise en compte du bien-être animal dans les courses de trot. J'appelle sur la scène André Duluard. Sous vos applaudissements. C'est pas vous? C'est bien vous. C'est pas moi. Moi, je m'appelle Arnaud, mais bah alors c'est moi qui ai tapé. C'est moi, j'ai tapé trop tard hier soir. Je vous ai transformé en Arnaud, bien évidemment. Alors, il est le chef du département élevage et santé animale et vétérinaire conseil au cheval français, qui est dans le 8e. Et donc, le papier, en fait, dites-nous d'abord, c'est quoi une course de trot? Parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est exactement. Comment ça se présente? Je ne m'attendais pas vraiment à cette question, mais on a une image ici. Voilà. Elle peut prendre 2 formes différentes, une course de trot. Celle la plus connue, c'est celle-ci. C'est une course avec un sulky, qu'on appelle les courses au trot attelé, mais il y a aussi les courses au trot monté, où les jockeys montent sur les chevaux comme pour les courses au galop. Très bien. Donc bien évidemment, on n'a pas d'obstacle. Voilà. Et alors donc, vous penchez sur, en effet, ce que subit le cheval, alors pendant les épreuves et tout, donc ne serait-ce que, bien évidemment, la cravache, les équipements, etc. Et puis, vous penchez aussi sur le dopage. Donc là, quels sont les éléments, en fait, aujourd'hui qu'il faut retenir et sur lesquels vous allez insister dans les campagnes de prévention? Puisque j'ai appris d'ailleurs dans ce domaine qu'il y avait une charte nationale du bien-être équin. Racontez-nous. Tout à fait. Alors, effectivement, cet article parle de bien-être animal dans les courses, et bien-être équin dans les courses. Et c'était l'occasion de faire le point un petit peu sur la façon dont les courses au trot prennent en compte le bien-être des chevaux. Ce qui existe depuis très longtemps, et finalement c'est ce que vous avez évoqué, c'est le contrôle antidopage dans les courses, puisque depuis de très nombreuses années, on met en place du contrôle antidopage. C'est une façon de préserver le bien-être de nos compétiteurs, de nos chevaux. Et effectivement, dans les courses en France, en tout cas, je pense que la France est un des leaders mondiaux en termes de contrôle antidopage dans les courses. On fait de très nombreux prélèvements. On a 100% de courses contrôlées, enfin 99,99 quasiment. Comme dans le sport humain, oui. Et donc pas tout à fait, justement, c'est pour ça que j'insiste sur ce point. Et donc, ce n'est qu'une composante du bien-être animal. Hein. Préserver le cheval en faisant des contrôles antidopage réguliers. À l'élevage, pendant les compétitions, à l'entraînement, au repos. Les contrôles sauvages, c'est-à-dire c'est pas prévu? On préfère les appeler inopinés que sauvages, mais voilà, oui, tout à fait. Ils sont inopinés tous, oui. Très bien, voilà, écoutez, bravo, parce que c'est un sujet auquel on n'aurait pas pensé. Et donc, est-ce que ça aussi, j'avais une question, est-ce que ça retentit ensuite sur le vieillissement du cheval? Comment est-ce que ça joue encore après, une fois qu'il n'est plus dans la course? Est-ce qu'il y a un accompagnement particulier? Alors, en ce qui concerne le trot, on s'est intéressé au bien-être
Et on a fait évoluer un certain nombre de choses dans les dernières années. L'usage de la cravache, on a diminué le nombre de coups. Le geste, on l'a modifié. On a augmenté les sanctions pour nos jockeys qui abusent des cravaches. On s'est intéressé au déferrage, qui est une pratique courante dans les courses, pour voir si ça pouvait avoir le déferrage ? On enlève les fers des chevaux pour Non, qu'ils mais soient je préfère plus que vous le performants. disiez, on sait jamais des fois Je vais qu'on vous faire comprenne découvrir pas. les courses aujourd'hui. Voilà. Je fais de la promotion pour les courses. On enlève les fers des chevaux pour certaines courses visées, parce que les professionnels ont bien remarqué que les chevaux étaient plus performants, la plupart des chevaux étaient plus performants sans leurs fers. Mais nous, ça nous a C'est autorisé un petit peu, bien sûr, Oui, c'est des bien courses sûr. légales. Et non, on a cherché à cadrer cette pratique et à voir s'il n'y avait pas un effet néfaste sur le bien-être des chevaux, si ça ne provoquait pas notamment de douleur. Donc on suit tout ça avec beaucoup d'attention. On s'est focalisé dans un premier temps sur leur parcours sportif, leur carrière sportive, et désormais notre challenge, effectivement, ça va être d'assurer une reconversion digne de ces chevaux, puisque quand ils sont à la retraite, effectivement, ils ne sont plus des athlètes. C'est la conclusion de l'article. On va l'article. leur faire prendre une belle retraite. Voilà. Merci, on a passé un petit peu de temps, mais c'était sympathique de voir des choses un petit peu différentes. Attention à la photo. Donc des courses avec déferrage, vous connaissiez ça, vous ? Il y a des grands spécialistes non, de la course. Et nous enchaînons, sans transition, avec la catégorie articles sur la vie professionnelle, la santé publique ou l'économie de la santé, avec 5 revues présélectionnées. La sexologie, oui, parce qu'il faut que vous alliez faire l'interview. Juste après, vous avez droit à faire une petite interview. C'est bien ça. Sexologie, décision et stratégie santé, le généraliste, le concours médical et le quotidien du médecin. Et le meilleur article, c'est pour sexologie. Elzévir Masson, en quoi l'infertilité peut être source d'un sentiment d'agression. J'accueille à la tribune Betty Rossin. Sous vos applaudissements. Betty Rossin travaille à l'unité d'assistance à la procréation médicale de l'hôpital Saint-Joseph à Marseille. Je ne suis pas trompé, c'est bien. Alors, donc c'est un papier tout à fait intéressant parce qu'on a tous, peu ou prou dans notre entourage, des femmes et des couples qui se sont battus pour avoir des enfants, et on sait que c'est un parcours relativement du combattant, physiquement pour la femme et psychologiquement pour le couple, parce que ça ne réussit pas à tous les coups. Donc quels sont les éléments d'analyse que vous avez fait dans ce papier qui, encore une fois, est très très bien documenté? Moi, ça m'a passionné. J'ai eu un sentiment... Prenez le micro un peu plus haut parce que l'antenne est en bas. Voilà, prenez-le un petit... Voilà, laissez-vous glisser. Voilà, comme ça devrait marcher mieux. En fait, je m'occupe d'un service de procréation médicalement assistée depuis longtemps. Et en fait, ce travail repose sur 30 ans d'expérience professionnelle où la douleur dans le désir d'enfant représente à la fois une agression, alors bien sûr dans la démarche diagnostique et thérapeutique, mais une agression très spécifique qui est celui du désir d'enfant. Où quelque part il y a une agression du corps qui ne peut plus porter, une agression du psyché qui ne peut pas transmettre l'histoire familiale, une agression de la sexualité qui ne peut pas transmettre de reproduction. Montez bien le micro. La reproduction. Et donc c'est un sujet qui est à la fois bouleversant et aussi qui traduit une modification de l'attitude des couples. Si vous voulez, on a l'impression que avec le mouvement de libération de la femme, un enfant quand je veux, un enfant si je veux, les couples sont devenus très demandants, même avec une certaine agressivité qui fait que finalement, le corps médical s'est tourné vers la société pour dire quelles sont les limites de la science. Et la société a essayé de répondre par les lois de bioéthique, donc on en parle en ce moment à l'Assemblée nationale. Et puis dessus, il y a le politique qui va décider. Et le politique, quand il décide, la loi va s'imposer à tous, au détriment souvent du désir personnel. Et ce qui fait que les couples sont devant finalement un espèce d'obstacle, en quelque sorte infranchissable pour l'individu, monsieur tout le monde, et qu'on a besoin de les aider, de les accompagner. Et que nous-mêmes, médecins, si nous, on accompagne, on a besoin d'être accompagnés aussi par la société, par les philosophes, par la réflexion qu'on peut avoir sur notre médecine, surtout quand on est à la compassion de ces patients. Voilà, donc c'est une réflexion qui a été portée par l'expérience de la prise en charge des couples inféconds. Je vous conseille fortement cet article. Merci beaucoup, madame. D'en prie. Vous me laissez mon micro, c'est gentil, merci beaucoup.
Et nous allons passer maintenant en fait à une catégorie qu'on retrouve chaque année et qui fait un travail considérable, bien évidemment, puisque c'est le papier, le dossier présentant les meilleurs comptes rendus de réunions scientifiques ou de congrès. Donc 2 revues sélectionnées, présélectionnées, la lettre du cancérologue et le bulletin du cancer. C'est dire que c'est quand même très ciblé. Et donc, le meilleur compte rendu, c'est pour le bulletin du cancer, Elsevier Masson, avec les actualités des essais thérapeutiques précoces au congrès de l'ASCO 2018, nouveaux mécanismes, nouvelles cibles, nouvelles associations, et nous accueillons Marie Auvray et Marie-Claire Talon-Chrétien. Sous vos applaudissements. Et là, vous allez vous accrocher parce que je peux vous dire que pour lire, j'ai souffert. Hein. Cardiologue, il a du mal quand il dit ça. Alors, donc, Marie Auvray, vous travaillez à l'Association pour l'enseignement et la recherche internes en oncologie, si je ne dis pas de bêtises. Non. Et Marie-Claire, oui, Marie-Claire Talon-Chrétien n'est pas là? Ah, vous ne savez pas qui c'est? Bah, écoutez, elle est sur ma liste. Elle a coordonné le dossier, on m'a écrit. Monsieur Benoît, vous me racontez des cracks. Vous m'avez promis 2 dames, j'en ai qu'une. Ça va pas du tout. Bon, écoutez, en tous les cas, ce dossier est tout à fait passionnant, puisqu'en fait, c'est vraiment ce que va être l'avenir des stratégies thérapeutiques et des médicaments dans le domaine de l'oncologie. On sait que dans ce domaine, l'immunothérapie, les nouveaux récepteurs, c'est vraiment là, il y a des morceaux très cabalistiques. Donc, on ne va peut-être pas rentrer dans le détail. Il y a un chapitre qui m'a intéressé, c'était celui sur la modulation épigénétique. Alors ça, c'est quand même assez intéressant parce que l'épigénétique, maintenant, on commence à l'assimiler comme étant un élément déclenchant. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment on peut moduler l'épigénétique. Vous avez le droit de parler d'autre chose, mais j'aimerais bien que vous nous parliez un peu de ça aussi. Effectivement, donc, déjà pour ceux qui ne sont pas très familiers avec le milieu de l'oncologie, l'ASCO, c'est la grand-messe de l'oncologie au niveau international, puisque c'est le congrès de la Société américaine d'oncologie qui a lieu tous les ans à Chicago et qui réunit à peu près environ 40 000 oncologues médicaux et radiothérapeutes internationaux. Et donc nous, on avait choisi de se focaliser sur, parce qu'évidemment, il y a des centaines de présentations qui sont faites lors de ce congrès, on avait choisi de se focaliser avec mes co-internes, puisqu'on était tous internes à ce moment-là quand on a écrit ça, sur les phases précoces, en essayant d'accentuer sur quels étaient les nouveaux mécanismes, les nouvelles voies notamment qu'on pouvait cibler de la tumorigénèse, et notamment celle de l'épigénétique. Effectivement, maintenant, vous êtes peut-être un petit peu plus familier avec l'immunothérapie qui maintenant est bien installée dans nos pratiques quotidiennes pour les traitements du cancer, alors qu'auparavant, c'était un peu un parent pauvre de la recherche. Et finalement, maintenant, on a d'autres pans de la recherche et de la tumorigénèse qui arrivent parce qu'on arrive à développer de nouvelles thérapeutiques pour cibler ces voies, et notamment l'épigénétique. Alors, c'est vrai que ça a fait un grand ramdam lors de cette année-là, et il s'est pris une bonne claque l'épigénétique cette année parce qu'il n'y a rien qui marche en vrai. Donc même si c'est effectivement très prometteur. Conceptuellement, c'est passionnant. Voilà, c'est passionnant. Sur le concept, c'est vrai que c'est passionnant. Il y a beaucoup de laboratoires se sont infiltrés dans cette voie et ont développé de nouvelles molécules qui ciblent notamment les histones, la modulation de l'enroulement de l'ADN autour des histones, avec des inhibiteurs 2ZH2, pour ceux qui sont peut-être un petit peu familiers avec ce genre de molécules. Prenez des notes, parce que ce soir au dîner, vous allez voir, c'est peut-être sympa de ça viendra ça. bientôt. Voilà, bientôt, on sera peut-être amené à en prescrire. Pour l'instant, c'est vraiment balbutiant, mais c'est vrai qu'il y a de nouveaux concepts qui arrivent. On a parlé tout à l'heure du microbiote, de la modulation du microbiote. C'est quelque chose qui va arriver prochainement pour nos patients sous immunothérapie. On aborde aussi les voies du métabolisme, le métabolisme de l'oxygène. Maintenant, on va avoir de nouvelles molécules aussi. Donc voilà, finalement, la bonne vieille chimio a encore tout à fait sa place dans le traitement de nos patients. Mais voilà, maintenant, on peut cibler... On est vraiment sur la voie du traitement personnalisé. Du traitement de la médecine personnalisée, cibler effectivement. Quel que soit le type de cancer. Voilà, et en fait, on avance à pas de géant, même si pour l'instant, ça reste des phases précoces, évidemment. Belle revue moléculaire, merci beaucoup. Et nous attaquons les articles présentant des travaux originaux en médecine, en français ou en anglais. Avec les annales d'endocrinologie, le journal de mycologie médicale et les annales françaises de médecine d'urgence. Et le gagnant, eh bien, ce sont les annales françaises de médecine d'urgence avec un papier sur les recours inappropriés aux urgences pédiatriques par les parents. Donc c'est un sujet approche qualitative d'un comportement multidimensionnel. C'est un sujet tout à fait d'actualité et passionnant.
Et j'accueille à la tribune Jean-Paul Canévé et Béatrice Kerbès. Ah oui, ils sont tout en haut. Vous pouvez continuer à applaudir parce qu'ils sont mis juste en haut pour que vous applaudissiez plus longtemps. Ils adorent ça. Voilà, venez, venez. Et ils travaillent au département de médecine générale de l'Université de Nantes. Voilà, je vous donne ça. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le problème des personnes, que ce soit des adultes ou des enfants avec leurs parents qui se présentent aux urgences, pose le problème de est-ce que c'est bien là où ils devaient aller. Donc c'était en effet intéressant, c'est ce que vous avez fait, d'essayer de comprendre pourquoi les parents se précipitaient aux urgences avec leurs enfants, parce qu'on dit classiquement c'est plus confortable, etc. Mais vous êtes allé plus dans le détail sur le profil qui permettait de dire voilà pourquoi ils choisissent les urgences. On vous écoute. Voilà, si on veut, c'est un problème qui a une portée plus générale, c'est-à-dire celle de tous les comportements inadéquats aux yeux des médecins, enfin tout ce qui agace les médecins finalement chez leurs patients. Et notre collaboration avec les pédiatres à Nantes nous avait amené à travailler sur ce sujet qui les interrogeait. Pourquoi est-ce que ces parents qui pourraient se présenter aux médecins généralistes n'y vont pas? Alors, il y a des raisons tout à fait connues. Le système de santé de soins primaires n'est pas toujours disponible. L'attractivité pour la plateau technique est importante. Mais si on veut ne pas être agacé, c'est-à-dire l'agacement, c'est quelque chose qui peut être délétère dans le soin. Donc, comment faire pour comprendre en fait, c'est ça l'objectif finalement du travail qualitatif qu'on a fait, c'est-à-dire se donner des outils intellectuels pour comprendre, non pas pour agir, mais pour comprendre ce qui se passe. Et donc, on a avec deux collègues. Vous êtes intéressé surtout aux parents alors, du coup. On s'est intéressé aux parents, mais en fait, on leur a demandé de ouais. raconter l'épisode qui les avait conduits aux urgences. Alors quels sont les critères les plus fréquemment émis par ces parents pour être allés aux urgences plutôt que d'attendre tranquillement qu'un médecin se libère? Alors, il y a des données donc, générales, culturelles, sociales qu'on connaît, mais il y a aussi des données intimes, des données subjectives qui sont singulières à chaque patient finalement. Et c'est ça qu'on a essayé de comprendre au travers de ces récits qui nous ont apporté des éclaircissements sur les traumatismes anciens, sur les deuils dans la famille, sur les épisodes éprouvants de maladies dans l'entourage ou personnel qui conduisaient à mal apprécier finalement un symptôme. Et puis également, c'est ce qui ressort de façon centrale là, dans le papier, dans notre enquête, c'est que c'est finalement le rapport à leur image parentale qui était interrogé par cette histoire-là, avec des patients qui se sentaient complètement démunis et complètement impuissants en tant que parents, et qui déléguaient immédiatement au plus compétent possible pour se substituer à leurs compétences. Et puis d'autres, au contraire, qui arrivaient là en disant « moi je sais, je suis l'expert de mon enfant, je sais ce qu'il faut pour mon enfant et je sais qu'il faut les urgences pour mon enfant ». Donc en résumé, il faut soigner les parents et pas les enfants, quoi. Il faut comprendre, il faut essayer de comprendre pour se donner des outils qui nous permettent de prendre du recul et d'être moins agacés et de rediriger, parce que certains de ces parents-là avaient sûrement besoin d'autres professionnels pour les aider dans leur parentalité. Mais ils ont surtout besoin d'écoute. Et surtout besoin d'écoute. Donc un peu de temps. Ouais. Voilà. Pas si facile. Merci, bravo. On vous prend en photo. Mais bon, il va y avoir des primes spéciales, ça va tout arranger. Vous habitez à Nantes? Non, alors c'est pas prévu pour vous à Nantes, excusez-nous. Voilà. Et nous continuons donc. Ah oui, on approche là du grand moment, du grand moment, et nous attaquons la meilleure innovation éditoriale, avec 2 présélectionnés, correspondance en onco-hématologie et le quotidien du médecin. Eh bien, le gagnant, c'est le quotidien du médecin, avec les lives du chat du quotidien. Chat. Allez, nous accueillons Stéphane Long, Cyril Dupuis et Laetitia Fartou. Venez donc. Ah, alors Laetitia Fartou, je pense qu'elle s'est transformée là. Ou alors j'ai un problème. Benoît, j'ai encore un problème. Non, Laetitia Fartou, c'était pas prévu. C'est Jean Paillard. C'est Jean Paillard. Laetitia Fartou. C'est ce qu'on appelle une transmutation rapide. Voilà, alors racontez-nous un petit peu, parce que bon, les chats, on commence à connaître un petit peu. Qu'est-ce qu'ils ont à la fois d'original et qui fait qu'on va avoir envie d'aller les regarder et les partager? C'est une manière d'impliquer les internautes et de leur permettre de s'approprier le journal. Et ça leur permet aussi aux professionnels de
de partager les connaissances de manière originale, puisque le live chat, effectivement, ça permet aux médecins, nos lecteurs, d'interviewer des experts d'une discipline médicale, des personnalités du monde de la santé. On a eu Agnès Buzyn en chat, le professeur Tulliez, le professeur Combe, le docteur Lévy-Bruhl, donc vraiment tout un panel d'experts. Et les internautes, les médecins, peuvent interviewer ces invités et partager leurs connaissances en direct. C'est une interview directe, c'est-à-dire que Ouais. vous avez en fait une tablette sur laquelle vous remettez toutes les questions et vous leur donnez. Comment ça fonctionne? En fait, les internautes, les médecins qui sont au cabinet, qui sont à l'hôpital, qui sont chez eux, se connectent sur notre site, posent leurs questions. Nous, on fait un petit travail de modération, de filtrage des questions pour éviter les questions hors sujet. L'invité, qui est en général dans nos locaux, prend connaissance de la question, comme tous nos lecteurs, sur le site internet, et il y répond en direct. Donc, il y a un échange comme ça pendant à peu près 1 heure entre les médecins et puis ces invités. Quel est le meilleur jour et le meilleur horaire pour faire ce genre de choses? Nous, on essaie de se caler entre midi et 2 parce qu'on sait que les médecins ont un petit peu plus de disponibilité. Sur le jour, là, c'est plutôt en fonction de l'organisation de la rédaction. Ils n'ont pas des matchs de foot. On a des jours de bouclage, c'est compliqué. Ça fait combien de temps vous faites ces Alors, on a démarré au mois de septembre 2018. Donc, ça fait à peu près 1 an. On a eu une vingtaine d'invités. Et vous avez une montée progressive des participants? Oui, absolument. En fait, tout dépend. Bien sûr, on a des sujets qui sont très pointus, donc on fédère un petit peu moins d'audience. Mais on a un bon indicateur pour mesurer l'attractivité des chats, c'est le nombre de questions posées. Et donc, au cours d'un chat d'1 heure, on peut avoir plusieurs dizaines de questions qui sont posées, et parfois plusieurs centaines. Lorsqu'Agnès Buzyn y a participé, on a eu près de 500 questions. Il y a quelques dossiers sur le feu, c'est vrai. Absolument. Eh bien, écoutez, bravo. Merci. Monsieur Paillard, merci d'être venu. On va prendre la photo. Attendez, restez pour la photo. Je vais reprendre mon petit micro pour le coup. Hop, pardon, excusez-moi. Voilà, merci. Hop. Voilà. Ces moyens modernes qui évitent de se déplacer, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Les webinars étant en train de se développer de la même façon et vont sûrement faire un tabac. Et donc, si j'en crois mon conducteur, nous arrivons au moment où ce sont les membres du jury eux-mêmes qui vont venir sur la scène, si j'ai bien compris. Je me tourne vers, je ne sais pas s'il y a quelqu'un. C'est bien ça? Voilà, donc on m'a dit, le SPEPS tient à nouveau à remercier chaleureusement tous les membres du jury qui ont accepté de consacrer du temps à la lecture attentive des articles et de participer aux délibérations. Et donc, les membres du jury sont invités à monter sur scène. Non, c'est après. Ah, dans l'ordre, c'est marqué après. Monsieur le Président, excusez-moi, moi je suis l'ordre. Après, nous avons le prix spécial du jury et, bien évidemment, le Grand Prix. Donc, si les membres du jury veulent bien venir sur la scène, ceux qui sont là, venez, venez, venez. On va vous applaudir et on va vous remettre des petits trophées. Voilà. Venez, venez, venez. Parce qu'on a vu vos noms, mais maintenant, on va voir votre tête. Allez, venez, venez. Les autres auront leur... Alors, un petit mot, bien sûr, un petit mot de M. Grimaldi, quand même. Ils sont faciles, tous ces braves hommes. Il faut beaucoup de femmes. Voilà. Est-ce que ça s'est bien passé cette année? Voilà. Racontez-nous. Très rapidement, oui, ça s'est bien passé. C'est un gros travail. Et c'est un moment agréable, parce que c'est un moment de polémique, de discussion, de désaccord et finalement de sélection. Il y a quand même un thème qui ressort, indépendamment des qualités scientifiques de toutes ces publications, c'est qu'on a primé de fait des sujets de santé publique et qui souvent font dans l'actualité. Que ce soit le bien-être animal, mais aussi les violences sexuelles aux femmes, mais aussi croyances et connaissances. Tout ça sont des thèmes qui sont des sujets même dans un grand public. Donc voilà, c'était peut-être le thème de l'année, indépendamment de ce grand sujet scientifique comme le microbiote et autres sujets. Voilà, mais c'est un gros travail, mais qui se fait avec dans la joie et dans la joie. Oui, oui. Donc vous travaillez chacun de votre côté, puis après vous retrouvez, vous dites, moi je suis pas d'accord. Exactement, et voilà. Et je suis en général en minorité, mais bon, ça va. Merci beaucoup, on vous applaudit encore. Je garde avec moi André Grimaldi, et messieurs, je vous fais faire la photo. Voilà.
Parfait, André, vous restez avec moi. Enfin, tu restes avec moi parce qu'on ne va pas commencer à se vous voyez. Voilà. Pour, en effet, les 2 derniers prix importants, bien évidemment, le prix spécial du jury, qui a donc été décerné, puisque c'est un prix spécial du jury, il n'y avait pas de présélectionné, c'était le jury qui se réunissait par rapport à tout ce qu'il avait vu. Il a été décerné à la Revue du praticien pour un article sur fin de vie, les options belges, suisses et oregonaises. Et on accueille à la tribune Dominique Grouille. Voilà, Dominique Grouille, vous l'applaudissez. Il travaille au service d'accompagnement et soins palliatifs au CHU de Limoges. Et il est auteur d'un livre que je vous conseille aux éditions Balland, qui est Vaincre la mort ou l'apprivoiser. Voilà, on va laisser André Grimaldi vous poser les questions. La première, c'est qu'on a maintenant un recul sur différentes lois, des pratiques dans différents pays. Et votre article est intéressant parce qu'il ne rentre pas avec une position idéologique sur le sujet, mais avec quel est le bilan officiel fait dans ces différents pays. Alors, dites-nous un mot de la Belgique et ses dérives, la Suisse et ses problèmes, et l'Oregon, avant de vous demander ce que vous pensez pour la France. Mais d'abord, voilà, ce travail d'évaluation. Merci à tous. Avant de répondre à votre question, bien volontiers, je voudrais remercier 2 personnes qui sont dans l'amphi. D'abord, le docteur Anne Delatour, qui est présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, jusqu'à une période très récente. On va regretter qu'elle ne soit pas encore à cette fonction, qui a été inspiratrice de ce travail. Et pour dépiauter les juridictions, les législations de ces différents pays, on a eu la chance d'avoir la contribution extrêmement importante et précieuse de M. Yves-Marie Doublet, qui est un juriste éminent et qui, avec sa pierre de rosette juridique, a pu éclaircir un petit peu les aspects purement juridiques qui ne sont pas familiers aux médecins et aux soignants. Donc, je vais vous dire 2 mots de ce bilan dans ces 3 pays, qui a été basé effectivement sur un travail de recherche s'appuyant chaque fois que possible sur des revues scientifiques, comme le British Journal of Medicine ou des revues canadiennes, etc. Il n'y a quand même pas énormément de publications, mais sur la Belgique, on a un recul quand même qui date de 2002, avec une particularité qu'il faut souligner, c'est qu'en Belgique, on a dépénalisé l'euthanasie dans le même mouvement qu'on a développé les soins palliatifs. Donc c'est très particulier, alors qu'en France, on a des soins palliatifs qui se développent de plus en plus, et l'euthanasie, pour l'instant, n'est pas dépénalisée. Et donc, on a voulu voir ce qui se passait dans un pays comme la Belgique, ou la Suisse, mais surtout la Belgique, puisque la Belgique, si on en croit différents intervenants qui prêchent pour la dépénalisation de l'euthanasie, la Belgique sera un modèle. Donc, depuis 2002, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est vrai qu'au départ, ça paraît assez cadré, et les dérives sont nombreuses, et de plus en plus, notamment en direction des malades psychiatriques, ou simplement des malades dépressifs, et aussi des personnes âgées. Je vous laisse méditer sur ces mots, et avec une commission de contrôle qui est laxiste, qui ne contrôle pas grand-chose. Et je voudrais aussi, comme on parle de la Belgique, vous inciter à lire un livre qui n'est pas le mien, qui est un livre qui est paru récemment en Belgique, qui s'appelle « L'euthanasie, l'envers du décor », et qui donne la parole aux médecins, aux infirmières, qui côtoient l'exercice de l'euthanasie dans leur travail quotidien et qui font part de leur souffrance face à des pratiques qui sont bien loin des raisons qui nous ont conduits à faire nos métiers. C'est tout à fait particulier quand on pense à nos valeurs soignantes de nous demander, parce que c'est quand même ce qui se passe en Belgique, à des médecins de supprimer des malades, et dans près de la moitié des cas, les infirmières le font. Alors il peut y avoir un médecin présent ou pas, mais c'est vraiment un problème qui touche les médecins, les infirmières, et en fait toutes les personnes soignantes, comme nous, qu'on plonge dans ce bain particulier. Bon, la Suisse, c'est différent, puisque là, c'est le suicide assisté, c'est-à-dire que c'est le patient lui-même qui actionne la perfusion, qui prend les comprimés, et c'est piloté par des associations, une qui s'appelle Dignitas, et l'autre qui s'appelle Exit, ça ne s'invente pas. Quant à l'Oregon, ils ont une pratique très ancienne, qui date de 1997, et là, c'est l'accès à un traitement mortel, là aussi.
qui est prescrit par un médecin, mais qui est géré directement par le patient, qui dispose donc de la solution des comprimés mortels, avec effectivement là aussi des choses qui sont un peu déplorables. Mais néanmoins, le petit point positif de l'Oregon, c'est que dans près de la moitié des cas, les patients qui disposent de ce traitement ne le prennent pas. Donc, alors, si on évoque la France et l'idée de la France, comme disait André Grimaldi, voilà. Alors la France. Vers où va-t-on? Bah, écoutez, la demande des lobbies, pour dire le mot, c'est le modèle belge, c'est-à-dire l'aide médicale au suicide, l'aide médicale à l'euthanasie plus exactement, puisque là, ça serait un geste médical. Et comme vous avez pu le noter, les 6 premiers mois de 2018 où ont été développés les états généraux de la bioéthique, avant la loi de bioéthique, la récente. Pendant 6 mois, on a fait parler les différents citoyens, on va dire, mais il y a quand même eu 3 propositions de loi qui ont été déposées à l'Assemblée nationale pour légaliser l'euthanasie. Et on a des indices qui sont très inquiétants sur le plan de ce qui se prépare et qui risque de nous tomber dessus plus vite qu'on l'a imaginé, les freins étant purement d'ordre ensuite politique, etc., qui ne dépendent pas de nous. Mais nous, en soins palliatifs, où on a 2 principes, c'est-à-dire on est opposé à l'acharnement thérapeutique et opposé à l'euthanasie. Si cette loi, une loi de ce type était promulguée, je pense que les soins palliatifs seraient en grande difficulté pour continuer leur mission, mais pas que les soins palliatifs. Je pense que tous les médecins, toutes les infirmières qui travaillent dans les hôpitaux, dans les différentes structures ou à domicile, seraient dans une situation... Quand vous dites on s'oriente vers l'euthanasie, André me fait vous a remarqué, vous dites ça va nous tomber dessus, il va y avoir une loi quand même, non? Alors comment ça peut nous tomber dessus? Oui. Oui, il y aura je crains qu'il y ait une loi dans le futur. Puisque dans le futur, oui, ça, la prochaine révision de la loi bioéthique. Ou une loi intermédiaire. J'espère. Bon, écoutez, on va vous laisser méditer chacun sur cet avenir. Merci en tout cas, Monsieur Dominique Grouille. On va faire la photo. Et nous arrivons bien évidemment au moment le plus important. Non, tous les moments étaient importants pour chacun, bien évidemment. Au moment du Grand Prix de la presse et de l'édition des professions de santé, toutes catégories. Et donc le jury a décidé d'honorer, de décerner ce prix pour un article paru dans Médecine Sciences, un article sur l'infection VIH-Sida, l'histoire exemplaire d'une épidémie qui résiste. Et nous avons le plaisir d'accueillir et l'honneur d'accueillir Françoise Barré-Sinoussi. Bien sûr, prix Nobel de médecine, membre de l'Académie des sciences, directeur de recherche émérite à Pasteur. On n'a même plus besoin de la présenter pour rappeler tout le travail qu'elle a fait dans ce domaine du sida et du VIH. André? Bien, merci pour votre article qui retrace une histoire qui est un combat. J'ai été frappé dans lisant cet article par la disparité d'un pays à l'autre. Et on voit que dans cette disparité, parce que certains pays sont finalement pas très loin de l'objectif de l'OMS, alors que d'autres très très loin, il y a le rôle d'organisation, des associations, des politiques, mais aussi de personnalités qui jouent un rôle déterminant à un moment donné. Alors ça donne finalement à ce combat plusieurs aspects. C'est-à-dire qu'on se dit, il y a un modèle là de réflexion de politique de santé plus général que le sida, et au fond, cette maladie apporte beaucoup de réflexions sur d'autres sujets qu'elle-même. Donc, merci de commenter et d'éclairer ces problèmes. Merci. Tout d'abord, merci pour ce prix, merci au jury, merci aussi au comité de rédaction de Médecine Science de m'avoir épaulé pour cet article. Oui, vous avez totalement raison. Le VIH, on ne le perçoit pas aujourd'hui comme quelque chose à part.
avec toutes les leçons justement qu'on a appris du VIH, ce que l'on espère bien, c'est pouvoir améliorer les systèmes de santé globalement dans les pays. On parle aujourd'hui d'une intégration du VIH dans l'amélioration de la santé mondiale. Et c'est comme ça qu'il faut le percevoir. J'étais il y a quelques semaines à la conférence de reconstitution du Fonds mondial et c'est un des messages que l'on a passé au Fonds mondial. Fonds mondial, sida, tuberculose et malaria, oui, mais il faut aller au-delà de ça. Il faut absolument que les leçons qu'on a apprises, vous mentionnez les différences, vous mentionnez l'importance de certaines personnalités. Je pense que là, vous pensiez au Cambodge, où je mentionne dans l'article le professeur Min Chi-Woon, qui est un homme absolument remarquable. Le dynamisme, les motivations de certaines personnes dans les pays ont fait bouger les choses de façon remarquable, puisque le Cambodge est considéré comme le bon élève de la région, et pourtant c'est un pays pauvre. Donc quand on dit l'argent, bien sûr l'argent est important, mais il n'y a pas que ça. L'organisation des soins est importante, la mise en place de programmes nationaux extrêmement forts avec l'aide internationale, eh bien le Cambodge en a fait ses preuves, alors que dans d'autres pays, et je l'ai vu entre autres au Cameroun par exemple, une désorganisation totale des systèmes de soins, alors que pendant une période donnée, le Cameroun était parti sur une bonne voie. Donc, tout ça est à prendre en considération. Il y a un ensemble de facteurs qu'il faut effectivement prendre en considération pour améliorer globalement la santé, sans oublier, au-delà des systèmes de santé, et ça, le VIH l'a vraiment montré, l'importance de travailler avec le communautaire. On n'aura jamais suffisamment de personnel soignant dans les pays, on n'aura jamais suffisamment d'hôpitaux, de structures de soins dans les zones les plus retirées, et c'est là où il faut absolument travailler avec le milieu communautaire, et on sait que ça marche. Alors peut-être un petit mot pour revenir sur la France. Quelle est votre vision actuelle sur la prise en charge du côté médical et du côté de la population? Est-ce que les choses évoluent dans le bon sens? Et quels sont les éléments qui vous paraissent aujourd'hui indispensables de continuer ou de renforcer? Alors en France, bien sûr, on compte parmi les pays riches où tout se passe relativement bien, puisqu'il y a accès aux soins, il y a accès à la prévention, il y a accès à la PrEP. La France compte quand même, et ça, il faut saluer Marisol Touraine qui a eu le courage de mettre la prophylaxie pré-exposition disponible gratuitement. Et cela, on commence à en voir les effets, puisque ça a été annoncé au mois de septembre de cette année qu'il y avait une diminution de 16% du nombre d'infections dans la communauté gay de Paris. Merci la PrEP. Par contre, on a d'autres inquiétudes. Les inquiétudes, c'est les adolescents, les jeunes, où on continue à avoir une augmentation de l'infection VIH en France chez les adolescents d'environ 10-11%. C'est préoccupant alors que tout est disponible en France. On peut avoir accès... Est-ce que le préservatif a perdu de son... On peut avoir... Il n'y a pas que le préservatif, une fois de plus. Le préservatif, c'est un outil. Mais on a multitude d'outils disponibles. On sait, comme on le dit en anglais, U égale U, non détectable, non transmissible. Donc une personne qui est traitée le plus rapidement possible, et en France c'est possible, une fois qu'elle est dépistée, eh bien elle ne transmettra pas aux autres. Donc double bénéfice collectif et individuel. Et cela, en France, c'est possible. Donc on a tout qui est possible en France, et malgré tout, on n'arrive pas à toucher certaines populations. Il y a une banalisation clairement du VIH, SIDA en France, pas seulement en France. D'ailleurs, on voit la même chose aux États-Unis, on voit la même chose en Australie, on voit la même chose dans beaucoup de pays riches. Et c'est un petit peu d'ailleurs pour ça que j'ai trouvé que cet article était important, pour essayer de rappeler la réalité du VIH-SIDA, qui n'est quand même pas terminé et qu'il ne faut pas l'oublier.
Et puis, il y a toujours, encore en France, de la stigmatisation, de la discrimination de certaines populations qui expliquent pourquoi elles ne vont pas se faire dépister, y compris le dépistage en milieu communautaire, qui est aussi accessible en France. Françoise Varese-Sinoussi, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, nous arrivons au terme de cette remise des prix. Classiquement, il y a la photo finale. Et juste à côté de la photo finale, Daniel Rodriguez viendra faire son mot de conclusion. Donc je vais demander à tous les récipiendaires, comme l'on dit, de venir sur la scène, les membres du jury de venir sur la scène avec vos trophées pour faire la photo. Et Daniel Rodriguez va nous rejoindre aussi, bien évidemment. On n'oublie pas les 20 ans, on n'oublie pas de mettre le SPEPS bien entendu. Allez, venez tous. Et juste après, et on vous gardera sur la scène pendant que Daniel nous fait le petit mot de conclusion. Allez-y, Monsieur le Président, allez-y. Pardon. Les grands derrière, les petits devant, comme toujours. Regardez bien notre ami photographe. Allez, vous êtes contents, vous souriez. Bravo. Vous restez sur la scène. On va laisser Daniel Rodriguez faire les conclusions en votre présence, puisqu'il va sûrement encore vous féliciter. Vous m'entendez? Oui. Je vais faire des conclusions assez rapides. D'abord, je tiens à remercier tous les acteurs qui ont rendu possible l'organisation de ce prix. Alors, je ne vais peut-être pas les identifier un à un, parce que je serais certain d'en oublier certains. Donc, un grand merci collectif, les auteurs, les rédacteurs, les lecteurs, les membres du jury, bien évidemment, tous ceux qui ont soumis des articles, les éditeurs aussi. Je crois qu'une fois de plus, on a eu, d'abord avec la conférence qui a précédé ce Grand Prix, des intervenants de grande qualité. J'espère que vous avez apprécié la qualité de cette conférence. Et il suffit de regarder les lauréats, les articles qui ont été soumis ont été d'une très très grande qualité. Et moi, je suis très, très content de constater que ce Grand Prix, après 20 années, continue à mobiliser, à attirer des articles, à attirer les auteurs. Et voilà, je souhaite vraiment remercier tous ceux qui ont permis ce résultat. On va donc maintenant passer à une séquence un peu plus festive, puisque je l'ai dit au début, en introduction de ce Grand Prix, c'est le 20e anniversaire de ce Grand Prix. Donc je vous invite toutes et tous à passer à côté. En fait, je crois que c'est le Salon Concorde, pour célébrer comme il se doit cet anniversaire. Merci encore et à l'année prochaine.